La cour de Versailles, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Vous pourrez aussi y jouer jusqu'à 6 joueurs si vous prenez la petite extension qui vient sous forme de booster, qui rajoute du coup quelques cartes, qui permet donc de jouer jusqu'à 6. Et c'est un jeu dans lequel vous êtes un jeune noble qui vient d'arriver à Versailles, qui veut intégrer la cour de Versailles, donc à l'époque de Louis XIV. Et pour ça, vous allez devoir essayer de créer un cercle de personnages influents qui sont représentés donc sur les cartes, tous les personnages donc qui gravitent autour de la cour de Versailles à cette époque. Et ça va être un jeu sur un principe de draft, où vous allez donc sélectionner des cartes, les passer à votre voisin, et construire, comme je vous disais, un tableau de 3 cartes par 3 cartes, en essayant du coup de faire matcher les différentes synergies entre les personnages pour marquer un maximum de points. Le but c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie, une fois que tout le monde aura sélectionné ces 9 personnages. Je vais expliquer dans un premier temps les règles pour jouer de 3 à 6 joueurs, et j'expliquerai à la fin la petite variante pour jouer à 2. Pour jouer de 3 à 6 joueurs, au niveau de la mise en place, vous allez prendre les cartes de tour, ici, tour 3, tour 6 et tour 9, que vous mettrez sur leur face multijoueur, donc avec plusieurs petits personnages en haut, et vous allez placer les petits jetons aléatoirement, donc il y en a 7 en tout des jetons, vous en mettrez 2 sur chaque carte, et vous laisserez le dernier de côté. Au-dessus de ces cartes, vous allez piocher aléatoirement les cartes de grande figure. Donc les cartes de grande figure, ce sont des personnages qui ont un blason mauve comme celui-ci, avec des petits fanions sur les côtés. Ces cartes-là, elles se distinguent des autres parce que elles ont un petit effet brillant, un petit effet laqué sur les cartes. Et vous en avez donc 5 dans la boîte de base, une de plus dans l'extension. Vous mélangez ces cartes et vous en mettez une au-dessus de chaque carte tour de jeu. Face visible évidemment. Ensuite, les autres, vous les mettez face cachée à côté de la carte militaire. Donc la carte militaire, c'est l'autre carte à mettre au centre de la table. Face visible, ça va vous dire combien de points vous allez gagner ou perdre en fin de partie, si vous avez le plus ou le moins de blasons militaires. Et ensuite, vous avez donc toutes les cartes du jeu. Donc vous avez tout un deck de cartes. Il y a 60 cartes en tout dans la boîte de base et quelques-unes en plus dans l'extension. Donc ces cartes-là, vous les mélangez toutes et vous allez en distribuer 10 à chaque joueur. Donc chaque joueur aura sa main de 10 cartes, donc là on va dire qu'on est 3 joueurs. Ces cartes, évidemment, on les a en main, on les garde de face cachée, on les analyse, et on est prêt à commencer la partie. Vous avez éventuellement une petite carte ici, avec un QR code qui va vous permettre de compter les points en fin de partie, en rentrant les numéros des cartes. Ça facilite pas mal le décompte, et ça marche très bien. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Et donc la partie va durer exactement 9 tours, puisque vous allez, à chaque tour, sélectionner une carte de votre main, face cachée tous simultanément, et une fois que tout le monde a choisi sa carte, on la révèle et on la place donc dans son tableau devant soi pour faire un tableau de 3 cartes par 3 cartes, donc 9 cartes au total. À la fin des manches 3, 6 et 9, donc après avoir posé la 3e carte, la 6e carte et la 9e carte, on va faire un petit calcul pour savoir qui peut récupérer les grandes figures qui ont été mises en jeu en début de partie. Donc je vous explique ça un peu plus en détail, vous allez voir les règles sont ultra simples. Et avant tout, je vais commencer par vous présenter l'anatomie d'une carte. Donc les cartes se présentent toujours de la même façon. Vous allez avoir en haut au centre les points de victoire que la carte va vous rapporter en fin de partie quand elle sera dans votre tableau. En haut à gauche, vous aurez différents fanions. Donc il y en a au total 7. Il y en a qui représentent la noblesse, donc ce sont les roses. Vous avez le clergé en vert. Vous avez les hommes d'État en gris, comme celui-ci. Vous avez le militaire en rouge. Vous avez les favorites en jaune. Les érudits en bleu et le poison en marron. Donc ces différents cachets de cire qui vont se trouver en haut à gauche, en fonction des cartes, vont pouvoir créer des interactions entre les cartes quand on vous le dira, voilà, telle carte va interagir avec tel type de fanion, ce genre de choses. Ensuite, vous avez devant une petite illustration donc du personnage en question. Chaque carte représente un personnage de la cour de Versailles. Vous avez tout en bas le nom de l'illustrateur qui a fait le dessin du personnage. Vous avez ensuite la fonction du personnage écrite en petit et juste en dessous de l'illustration, et le nom du personnage évidemment écrit un peu plus gros juste en dessous. En plus de tout ça, vous allez avoir un petit effet en bas de la carte, donc il faudra lire et qui aura un impact sur le décompte de fin de partie. Vous pouvez avoir des petits symboles en bas à gauche de temps en temps. Donc ces symboles-là, ce sont des symboles représentant les cartes des érudits. Donc vous avez le symbole épistolaire, peintre, architecte, compositeur, jardinier ou sculpteur. Donc il y en a 6 différents au total. Celui-là, la plume, c'est les épistolaires. Donc pareil, ça rentrera en compte dans le décompte en fonction de certaines cartes.
Et vous avez tout en bas à droite le sexe de la personne, donc masculin, féminin, et le numéro de la carte. Ce numéro-là, on y fera référence quand on fait référence à un personnage bien particulier pour des points positifs, négatifs. Donc vous voyez, à chaque fois vous aurez le nom du personnage, là, Madame de Montespan, et on vous dit que c'est la carte numéro 4. Donc quand vous chercherez des cartes, vous pourrez regarder soit le numéro, soit le nom de la personne, ça permet de s'y retrouver plus vite. Et ça aura aussi une petite importance si jamais vous voulez en savoir plus sur tel ou tel personnage, parce que dans le jeu, vous avez un petit livret qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur tous ces personnages-là, donc leur date de naissance, les différents événements de leur vie, les gens qu'ils connaissent, et voilà, des petites anecdotes souvent un peu humoristiques. Et vous vous rendrez compte que si vous lisez un petit peu tout ça, les petits pouvoirs des personnages sont assez thématiques et sont liés vraiment à l'histoire des différents personnages. Donc il y a un assez gros travail, voilà, de recherche et de lien entre le thème et le gameplay du jeu. Donc c'est à souligner et c'est quand même assez intéressant. Voilà à peu près pour l'anatomie d'une carte. Dernière chose, en haut à droite, de temps en temps, vous aurez un petit éclair. Quand vous avez un petit éclair, ça veut dire que la carte va déclencher son effet au moment où vous jouerez la carte. Quand il n'y a pas d'éclair, ça veut dire que les effets seront à prendre en compte en fin de partie pour le décompte des points. Voilà à peu près. Donc à partir du moment où on sait ça, les règles, je vous ai dit, elles sont très simples. Vous avez votre main de cartes en début de partie, donc vous allez analyser. Bon, pour les premières parties, c'est un peu compliqué, sachant que toutes les cartes sont différentes. Donc toutes les cartes ont des symboles, des points, des effets et des noms différents. Donc il faudra analyser un peu tout ça et essayer de prendre, voilà, de sélectionner la carte qui nous paraît la plus intéressante. On fait tout ça en même temps, on pose la carte face cachée devant nous. Quand tout le monde a fait ça, on dévoile la carte et on la place donc dans notre tableau de cartes. Donc la première carte, on la met où on veut. Une fois qu'on a fait ça, donc on passe son tas de cartes à son voisin de gauche. Et donc on récupère le tas de son voisin de droite, et on recommence la même opération, on regarde les nouvelles cartes, et on choisit une nouvelle carte qu'on va placer dans son tableau. À partir du moment où on a déjà des cartes placées dans son tableau, toutes les cartes suivantes devront être placées de façon adjacente, donc en haut, en bas, à gauche, à droite. On peut pas commencer avec une carte ici, puis mettre l'autre carte ici, et laisser des espaces, en sachant qu'on va faire un tableau de 3 cartes par 3 cartes, donc 9 cartes au total. Donc toujours voilà, adjacente, et il va y avoir aussi des points qui vont être marqués en fonction de la position des cartes dans votre tableau, si elles sont en haut, si elles sont à gauche, à droite, vous verrez au moment où vous lirez les cartes. Et on va répéter cette opération donc un certain nombre de fois. À la fin du 3e tour, donc quand on aura posé notre 3e carte, vous avez les cartes de tour ici, il va y avoir un petit décompte de fanions. Donc on va regarder quel joueur possède le plus de fanions des couleurs qui sont présents sur la carte. Donc là, c'est fanion jaune et fanion vert. On va faire le total des fanions jaunes et verts. Donc là, moi, par exemple, si j'en suis là, j'ai 2 fanions verts, 1 fanion jaune, donc j'ai un total de 3. On va comparer ça entre tous les joueurs. Celui qui aura le plus de fanions va avoir la possibilité de récupérer cette carte, donc la grande figure, pour remplacer n'importe quelle carte de son tableau. Donc c'est un échange de cartes qu'on va faire. Quand on va échanger les cartes, on pourra très bien échanger aussi des cartes qui sont face cachée dans notre tableau, parce que vous allez voir qu'il y a des effets aussi qui vous obligent ou qui vous permettent de retourner des cartes face cachée pour les rendre inactives, parce que vous voyez qu'il y a des cartes qui font perdre des points en fin de partie, donc ça peut avoir un intérêt de les rendre inactives, ça peut aussi embêter les gens. En tout cas, quand une carte est face cachée, on peut très bien venir la remplacer quand on gagne une grande figure ici. Et ces grandes figures, évidemment, sont quand même un peu plus puissantes, elles font marquer un peu plus de points que les cartes de base, donc c'est souvent intéressant d'aller les récupérer. Donc c'est le joueur qui aura le plus de cachets de cire de la bonne couleur qui récupère la carte. S'il y a égalité, on va regarder celui qui a le plus de cachets de cire du cachet de cire qui a été mis de côté. Et s'il y a encore égalité, dans ce cas-là, personne ne peut récupérer la carte. Donc cette carte c'est facultatif, on n'est pas obligé de la prendre, mais souvent je vous dis c'est quand même intéressant de la prendre. Il va se passer exactement la même chose une fois qu'on aura posé la 6e carte dans son tableau, on pourra éventuellement récupérer la grande figure associée à la carte tour 6 si on a le plus grand nombre de fanions rose et marron. Et pareil à la fin de la partie, donc une fois qu'on a posé notre dernière carte, on peut éventuellement récupérer la dernière carte ici. Quand on aura posé donc notre dernière carte et éventuellement récupéré la grande figure du 9e tour, c'est la fin de la partie tout simplement. Donc on aura une carte qui sera défaussée, qui servira à rien, parce que je vous rappelle qu'on a 10 cartes en début de partie et qu'on n'en placera que 9. Et à ce moment-là, on fera le décompte du coup de notre cercle de personnages, donc de notre tableau de 9 cartes.
On va compter en priorité donc les points indiqués sur chaque carte, donc en additionnant ou soustrayant les points. Et ensuite, on va regarder les petits effets qui vont nous faire marquer plus ou moins de points, en dehors des effets éclairs qui, eux, ont un effet au moment où on joue la carte. Donc là, clairement, je vais pas vous passer en revue toutes les cartes pour vous montrer tous les différents effets. Je vous en montrerai juste 2 ou 3 pour que vous voyez un petit peu le principe. Mais sachez que voilà, il y a plein de possibilités et plein d'interactions entre les cartes, et pas mal aussi d'interactions entre les joueurs. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre d'échanger des cartes avec les cartes d'un autre joueur, ou alors d'obliger les joueurs à retourner des cartes. Donc il y a un peu plus d'interaction que dans la plupart des jeux de construction de tableau que je connais en tout cas. Et du coup, ça va être intéressant quand même de connaître un petit peu les cartes. Donc les premières parties, on va tâtonner un peu, on va jouer un peu au feeling en fonction de ce qui nous passe dans les mains. Et petit à petit, quand on connaîtra un peu les cartes, ce sera un peu plus contrôlable et il y aura un peu plus de stratégie éventuellement à mettre en place. Donc je reviens à la fin de la partie, vous faites votre calcul, vous pouvez faire le calcul donc manuellement en additionnant, comme je vous dis, les valeurs ici et en marquant les points en fonction des effets, ou vous pouvez utiliser la petite application, donc en scannant le QR code, vous avez, je sais pas si on voit bien, une application qui va vous permettre de rentrer le numéro de toutes les cartes que vous avez jouées, et ça va vous permettre de calculer automatiquement le score de votre partie directement. Donc c'est plutôt bien fait. Quand vous cliquez sur la carte, vous avez une petite explication de la carte et des petites histoires qu'on peut retrouver dans le livret. Donc voilà, l'application marche très bien pour compter les points si vous n'avez pas envie de vous embêter. Une fois que vous avez calculé les points de votre tableau de cartes, vous allez regarder quel joueur a le plus de fanions rouges. De fanions, je dis des fanions à chaque fois, mais c'est des cachets de cire, des cachets de cire rouges. Celui qui a le plus de cachets de cire rouges va marquer 7 points, et celui qui en a le moins va perdre 7 points par rapport à son total. Si jamais il y a des égalités pour celui qui en a le plus ou pour celui qui en a le moins, ce sera 3 points qui seront attribués à tous les joueurs à égalité, ou moins 3 points qui seront attribués à tous ceux à égalité pour la mauvaise place. Voilà pour les règles en multijoueur. Donc voilà, c'est très simple, je vous dis, l'intérêt ça va être surtout de voir les interactions entre les cartes. Maintenant, si vous voulez jouer à 2 joueurs, dans ce cas-là, les cartes de tour, il faudra tout simplement les mettre sur leur face de joueurs ici. Vous avez 2 petits bonhommes là. Vous remettrez aussi les cachets de cire aléatoirement sur les cartes. Et en bas des cartes, vous allez mettre face visible 2 cartes du deck normal, donc pas les grandes figures, les cartes normales, aléatoirement en début de partie, en dessous donc des tours qui sont indiqués. Donc là, au tour 3, vous pourrez gagner la grande figure, mais au tour 4 et 5, vous pourrez gagner aussi les cartes plus classiques. Et là, pour la grande figure, il faudra avoir le plus de fanions au total des couleurs jaunes et vertes pour cet exemple. Au tour 4, pour gagner cette carte, il faudra avoir le plus de fanions jaunes. Et au tour 5, le plus de fanions verts. Et on va faire pareil pour les autres cartes de tour. Il y aura toujours donc une grande figure à gagner au tour 3, 6 et 9, et des cartes, d'autres cartes au tour 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est les seules règles qui changent quand vous jouez à 2 joueurs. Ensuite, vous jouez exactement de la même façon. Juste en cas d'égalité pour les fanions militaires à 2 joueurs, personne ne marque ou ne perd de points. Et sinon, c'est 3 points qui sont attribués à 2 joueurs et pas 7. Plus 3, moins 3. Donc je peux vous montrer quelques effets de cartes, que vous compreniez un petit peu ce qui va se passer. Donc cette carte-là, quand vous la jouez, donc elle vous fera perdre moins 9 points en fin de partie, si vous l'avez toujours face visible dans votre tableau. Mais quand vous la jouez, vous obligez tous les autres joueurs à retourner une carte face cachée dans leur tableau de cartes. Celle-ci, elle vous fera gagner 3 points par paire de cartes à effet instantané que vous aurez dans votre tableau en fin de partie. Celle-ci, au moment où vous la jouez, donc c'est un effet instantané, vous allez pouvoir échanger 2 cachets de cire sur les cartes de tour ici, pour un peu changer l'influence et essayer de gagner les cartes qui vous intéressent. Celle-ci, tout simplement, elle a 3 cachets de cire ici et elle en a 2 de plus à cet endroit-là. Donc elle a beaucoup de cachets de cire de poison. Ça peut avoir un intérêt donc pour gagner les cartes nobles ici et pour d'autres interactions entre les cartes. Celle-ci, justement, avec les poisons, on vous dit que chacun de vos adversaires a moins 3 points par poison dans son cercle. Donc là, si moi j'ai plein de poisons, l'autre joueur qui va jouer ça, ça va m'embêter en fin de partie. Donc c'est une des rares cartes qui va interagir entre les joueurs pour le décompte.
Vous avez celle-ci par exemple qui vous fait avait 1 point de base, plus 2 points si vous avez la carte 35, donc François de La Rochefoucauld. Et elle vous permettra d'avoir 4 symboles de plumes supplémentaires si elle est adjacente à Madame de la Favette, la carte numéro 40. Et donc elle a par défaut un symbole de plume, et vous avez des cartes qui vont faire marquer des points en fonction du nombre de symboles plumes. Donc vous voyez ce genre d'interaction. Les cartes donc de noble ici en haut, Louis XIV, elle fait plus 7 points si elle est au centre de votre cercle. C'est-à-dire que si c'est la carte centrale de vos 9 cartes, ce sera plus 7, elle fait déjà 5, donc elle fera déjà 12 points, ce qui est plutôt pas mal. Et elle vous permettra de gagner 1 point de plus par favorite, donc par carte avec le cachet de cire jaune. Et c'est tout pour les règles de la cour de Versailles, donc un simple jeu de draft et de construction de tableau comme il en existe beaucoup, avec la particularité pour celui-là qu'il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, donc les cartes vont vraiment avoir des effets qui vont permettre d'interagir avec les autres joueurs. Toutes les cartes sont différentes et ont toutes des effets différents, donc ça permet beaucoup de variabilité, parce que vous ne jouerez pas nécessairement avec toutes les cartes à chaque partie. Vous allez avoir en plus, et c'est là la plus grande force du jeu, un vrai lien entre les effets des cartes et des personnages et leur histoire. Donc ce sont tous des personnages de l'histoire qui ont existé, qui ont voilà des liens les uns avec les autres, des anecdotes, des capacités particulières qu'on va retrouver en jeu dans le gameplay. Donc il y a voilà une vraie recherche dans la thématisation du jeu. Donc ça c'est plutôt chouette, avec, je vous dis, un petit livret qui vous apprend voilà quelques anecdotes et quelques histoires sur ces personnages. Donc à ce niveau-là c'est très chouette. Le jeu se joue assez vite, hein, il est quand même assez simple à expliquer. Et après je vous dis, il vous faudra peut-être juste quelques parties pour vraiment connaître un petit peu les personnages si vous voulez vraiment performer dans le jeu et maîtriser un petit peu le truc. Sinon pour les premières parties, vous allez tâtonner, et vous allez découvrir les cartes petit à petit et ce sera un peu plus difficile d'optimiser. Après, il se pourrait que le thème ou même la boîte ne plaise pas à tous les joueurs, hein. C'est vraiment assez particulier, les jeux historiques. Je suis pas sûr que ce soit les jeux les plus grand public, mais si on s'en tient vraiment à la mécanique et au principe de jeu, si vous aimez les jeux de draft et les jeux de construction de tableau, c'est un jeu à considérer. Ça fait très bien le job. Bon jeu!